Et si l'homme le plus sage de la cité était condamné à mort? Pas pour un crime violent, pas pour corruption. Non, simplement pour avoir posé des questions. Et si la vérité elle-même, en fait, se retrouvait au banc des accusés? Ce sont des questions vertigineuses parce qu'elles nous touchent encore aujourd'hui. Complètement. Elle nous oblige à regarder ce que nos sociétés sont prêtes à sacrifier au nom du confort, de la certitude. Et c'est précisément là qu'on va aujourd'hui. On remonte le temps, au cœur d'un des moments fondateurs de la philosophie occidentale, les derniers jours de Socrate, tels que racontés par son élève le plus célèbre, Platon. Pour cette exploration, on va s'appuyer sur 3 dialogues qui sont en fait indissociables. Il y a l'apologie, le criton, Et le Phédon. et c'est crucial de comprendre que ce n'est pas juste un drame historique, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est une dissection de la conscience humaine face à la pression ultime. C'est une leçon sur le courage, la justice, le sens même d'une vie. Alors commençons par le début, le contexte. Pour comprendre le procès, il faut comprendre la ville. C'était quelle Athènes à ce moment-là? Alors, on est en 399 avant notre ère. Et il faut bien s'imaginer qu'Athènes sort à peine d'une défaite, mais catastrophique. La guerre du Péloponnèse contre Sparte. Exactement. C'est une humiliation. La démocratie a été renversée, puis restaurée, mais elle est incroyablement fragile. C'est une cité en proie au doute, à l'amertume. Et surtout, à la peur. Voilà. Et dans un climat de peur, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des coupables. Des gens qui sortent du rang. Et Socrate, lui, sortait clairement du rang. Ah, pour sûr. Les accusations officielles, c'était corrompre la jeunesse et ne pas croire aux dieux de la cité. Dit comme ça peut sembler un peu vague. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire corrompre la jeunesse? En fait, derrière cette façade juridique, la raison est bien plus profonde. Laquelle? Socrate était insupportable. Voilà. Il était le miroir très très inconfortable d'Athènes. Par sa méthode. Oui, par sa méthode, la maïeutique, l'accouchement des esprits. Il passait ses journées sur l'agora à interroger tout le monde. Les politiciens sur la justice, les poètes sur la beauté. Les généraux sur le courage. Et à chaque fois, systématiquement, il leur montrait par un simple jeu de questions qu'en réalité, il ne savait pas de quoi il parlait. Ça devait être exaspérant. Il ne leur disait pas « vous avez tort », mais il les amenait à voir leurs propres contradictions. C'était plus qu'exaspérant, c'était une menace. En exposant l'ignorance des puissants, il sapait leur autorité. Et en apprenant aux jeunes à faire pareil, à tout questionner? Exactement. Il était vu comme un agent du chaos, dans une cité qui ne rêvait que de stabilité. Le vrai crime de Socrate, ce n'était pas l'impiété, c'était de forcer les gens à penser. Ce qui nous amène à sa défense. L'apologie. On s'attendrait à ce qu'il essaie de se justifier, de flatter les juges, mais pas du tout. Ah non, il fait tout l'inverse. Sa posture est d'une audace. C'est un des plus grands discours de l'histoire, vraiment. Il ne plaide pas coupable ou non coupable. Il plaide pour un mode de vie. Exactement. C'est là qu'il assène cette phrase qui est devenue l'ADN de la philosophie Socrate. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est fort. Il dit à ses juges, une vie où on ne s'interroge pas, ce n'est pas une vie humaine. C'est juste de la survie. En gros, il leur dit, ce que vous me reprochez, c'est l'essence même de ma vie, et je ne vais pas m'en excuser. Il va même plus loin, il explique que cette mission de questionnement, elle ne vient pas de lui. Non, elle viendrait d'un dieu. C'est la fameuse histoire de l'oracle de Delphes. Qui aurait déclaré que nul homme n'était plus sage que Socrate. On pourrait penser que ça lui est monté à la tête. En fait, c'est le contraire. Ça l'a plongé dans une confusion totale, parce qu'il était convaincu, lui, de ne rien savoir. Donc il a vu ça comme une énigme à résoudre. Voilà. Il s'est mis à interroger tous ceux qui passaient pour des sages, juste pour trouver quelqu'un de plus savant que lui et prouver que l'oracle se trompait. Et il n'a trouvé personne? Personne. Il a découvert que tous, les politiciens, les poètes, les artisans, croyaient savoir des choses qu'en réalité ils ignoraient. Et c'est là qu'il a compris. C'est là qu'il a compris le sens de l'oracle. Sa seule sagesse, sa supériorité, tenait en une seule chose, minuscule mais fondamentale. Lui, au moins, il savait qu'il ne savait rien. Cette humilité radicale, c'est le point de départ de tout. De toute vraie connaissance, oui. Et pour expliquer son rôle, il utilise cette métaphore que je trouve géniale, celle du taon. Ah oui, le taon, ce petit insecte piqueur, agaçant. Il dit, en substance, « Athènes est un grand cheval de noble race, mais il est devenu lent, paresseux. » D'accord. Et moi, je suis le taon que le dieu attachait à ses flancs pour le piquer, le harceler et le tenir éveillé. C'est d'une provocation sublime. Il est en train de dire à 500 injurés « Vous êtes endormis ».
et je suis votre moustique, et vous devriez me remercier. On peut l'analyser à plusieurs niveaux. D'un point de vue psychologique, ce tahan, c'est notre conscience, la petite voix qui nous pousse à nous remettre en question. Et la réaction violente d'Athènes, c'est une défense de l'ego. C'est ça, personne n'aime qu'on lui montre ses failles. Et d'un point de vue plus spirituel, Socrate, c'est la figure du porteur de vérité, souvent rejeté, Mais dont le message finit par survivre. voilà. Malgré cette défense, ou peut-être à cause d'elle, il est condamné à mort. Et là, le récit de Platon décrit un homme d'un calme olympien. Comment c'est possible? Parce qu'il a appliqué sa propre méthode à la mort. Il a examiné la question avec une logique froide, désarmante. Il dit craindre la mort, c'est prétendre savoir ce que l'on ne sait pas. Exactement. Personne ne sait ce qui se passe après. Donc, en avoir peur est irrationnel. C'est de la prétention. C'est un renversement complet de perspective. Totalement. Et il envisage les deux seules hypothèses logiques. Soit la mort, c'est un anéantissement. Un sommeil profond, éternel, sans rêve. Ce qui, pour beaucoup, est terrifiant. Mais pour lui, ce n'est pas un mal, c'est même un gain, une nuit de paix parfaite. Et la deuxième option? La mort est un passage, une migration de l'âme vers un autre monde. Et là, c'est une occasion extraordinaire de discuter avec les grands esprits du passé. Dans les deux cas, Il n'y a rien à craindre. Voilà. Mais il va encore plus loin. Pour lui, il y a une chose et une seule qui est bien pire que la mort. commettre une injustice. C'est ça. Le plus important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Préserver l'intégrité de son âme est infiniment plus important que la survie biologique. Il choisit la cohérence de son âme plutôt que la survie de son corps. C'est un défi radical lancé à toute existence qui est gouvernée par la peur. Et ce principe, il va être mis à l'épreuve de la façon la plus concrète qui soit dans le dialogue suivant, le Criton. Oui, la scène est incroyable. Socrate est en prison, il attend son exécution. Son vieil ami Criton, riche, influent, débarque avant l'aube. Les gardes sont payés. Un bateau l'attend. Le plan d'évasion est parfait. Et la question est simple. Pourquoi diable refuserait-il? C'est le moment du choix ultime. Criton lui donne tous les arguments du bon sens. Pense à tes enfants, tes amis, la honte. Tout le monde comprendra que tu t'enfuis. Mais Socrate refuse d'écouter les arguments de la foule. Il veut examiner la question avec la raison. S'échapper, ce serait quoi? Ce serait désobéir aux lois d'Athènes. Et là, il imagine un dialogue avec les lois elles-mêmes. C'est très puissant. Extrêmement. Les lois lui disent en substance « Socrate, c'est nous qui avons permis ta naissance, ton éducation. Tu as vécu 70 ans sous notre protection. Tu étais libre de partir si tu n'étais pas d'accord, mais tu es resté. En restant, tu as passé un pacte tacite avec nous. En t'enfuyant aujourd'hui parce qu'une seule de nos décisions te déplaît, tu cherches à nous détruire. C'est un dilemme incroyablement moderne. La loyauté envers un système, même quand elle commet une erreur grave contre nous. Et son choix repose sur un principe éthique d'une pureté absolue. Lequel? On ne doit jamais rendre l'injustice pour l'injustice, ni le mal pour le mal. Même en réponse à une injustice subie. Voilà, les juges ont été injustes avec lui, c'est un fait. Mais s'il s'enfuit, il commet à son tour une injustice envers les lois. Il refuse d'entrer dans ce cycle de la vengeance, il brise la chaîne. Ça nous renvoie à une question fondamentale. Est-ce que nos actions sont guidées par la commodité ou par des principes? Lui a choisi. Clairement, il privilégie la justice intérieure à la liberté extérieure. Il préfère être un homme juste en prison qu'un homme injuste en liberté. C'est le triomphe de la conscience sur les circonstances. Absolument. On arrive alors au dernier dialogue, le Phédon, le jour même de sa mort. Et l'atmosphère est complètement différente. Oui, il n'y a plus la tension du procès, le dilemme de l'évasion. C'est... Tout est profond. Ses amis sont là, anéantis par le chagrin. Mais lui est calme, presque, heureux. Et il leur parle de quoi? De l'immortalité de l'âme. C'est son testament philosophique. Il veut consoler ses amis en leur prouvant par la raison que la mort n'est pas une fin. Il la présente comme la libération de l'âme enfin délivrée de la prison du corps. Oui, et il dit même que philosopher, ce n'est rien d'autre qu'une préparation, un entraînement à la mort. Ça peut paraître un peu sombre dit comme ça. Il faut comprendre ce qu'il entend par mourir. Pour lui, mourir de son vivant, c'est se détacher de la tyrannie du corps. Les plaisirs, la peur, l'orgueil. Tout ce qui trouble l'âme et l'empêche de voir la vérité. C'est ça. Le vrai philosophe
passe sa vie à essayer de purifier son âme des passions du corps. La mort physique n'est alors que l'aboutissement logique et bienvenu de ce processus. D'un point de vue spirituel, le message est très clair. Le corps est une prison qui nous enchaîne au monde matériel, illusoire. L'âme, elle, aspire à la connaissance. La mort est donc l'acte qui libère la conscience. Ce qui est fascinant, c'est le parallèle avec certaines philosophies orientales. Absolument. Le bouddhisme, l'hindouisme, des idées très similaires sur le détachement du monde matériel pour atteindre une forme de libération. La scène finale est d'une sobriété poignante. Le geôlier lui-même apporte le poison, la ciguë, en pleurant. Il a été touché par la noblesse de Socrate. Socrate prend la coupe, sans trembler, il boit. Il réprimande ses amis qui éclatent en sanglots. Et alors que le froid gagne son corps, il prononce ses toutes dernières paroles. Une phrase énigmatique. Crie-t-on, nous devons un coq à Asclépios. Payez cette dette, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cette phrase, c'est la clé de voûte de toute sa philosophie. Son message final. Asclépios, c'était le dieu grec de la médecine, de la guérison. Quand on était malade et qu'on guérissait, on lui sacrifiait un coq. Voilà. En disant ça, Socrate révèle sa vision ultime. La vie terrestre, avec son corps, ses passions, l'ignorance, l'injustice, c'était ça, la véritable maladie. Donc la mort n'est pas une tragédie. C'est le remède. C'est la guérison finale qui libère enfin son âme. C'est un acte de gratitude. C'est d'une puissance symbolique incroyable. Si on devait faire le bilan, distiller les grands enseignements, que faudrait-il retenir? Que la vérité est plus importante que la popularité, déjà. Que l'intégrité morale est plus forte que la peur. Que la sagesse commence par l'humilité. Savoir qu'on ne sait pas. Et que la justice ne doit jamais être compromise. Et ces leçons, 2400 ans plus tard, elles nous percutent. On vit dans une époque de bruit plutôt que de sagesse, d'opinion plutôt que de vérité. Socrate, c'est un miroir qu'on nous tend. Il nous pose des questions directes. Est-ce qu'on mène des vies examinées? Est-ce qu'on choisit la vérité, même quand elle dérange? Pour finir, j'aimerais proposer une dernière pensée. Socrate n'est pas mort parce qu'Athènes était forte et sûre d'elle. Non, il est mort parce qu'Athènes était faible et avait peur. Il est mort parce que la vérité est, et sera toujours, une menace pour l'ignorance. La leçon ultime est peut-être là. Une vie qui a du sens, ce n'est pas forcément une vie plus longue. C'est une vie vécue avec droiture, en accord avec ses principes, jusqu'au bout.